Les résultats du dernier recensement général de la population et de l'habitat RGPH 5 réalisé en 2022 sont désormais disponibles. Ainsi, sur le plan démographique, la population résidente du Togo s'établit à 8 095 488 habitants. Dans les détails, le pays est constitué de 51,3% de femmes contre 48,7% d'hommes selon les résultats. Concernant la jeunesse, il ressort des résultats que la population togolaise est essentiellement jeune. En effet, les jeunes de moins de 15 ans représentent environ 42% de la population totale. De façon générale, les résultats montrent que l'âge moyen est de 23,4 ans. Le taux d'accroissement annuel moyen, quant à lui, a connu une légère baisse. Ce taux passe de 2,9% en 2010 à 2,3% en 2022. Par ailleurs, les résultats des données issues des enquêtes harmonisées sur les conditions de vie des ménages réalisées entre 2018 et 2021 démontrent une réduction sensible de la pauvreté non monétaire au Togo. Environ 28,9% des ménages étaient non monétairement pauvres en 2021 contre 37,1% en 2018, soit une baisse de 8,2 points de pourcentage. L'année 2024 tire à sa fin et comme d'habitude, les marchés sont inondés de toutes sortes de produits vivres et non-vivres. De nouveaux produits apparaissent à des prix défiant toute concurrence. La liquidation est le terme employé par ces vendeurs pour attirer les clients. Malheureusement, à cause de l'ambiance festive et de la précarité financière, les populations ne prennent pas le temps de vérifier les dates de péremption de ces produits avant de les acheter. En effet, pour attirer l'attention des consommateurs sur ces produits, le ministère du Commerce s'est fixé comme objectif de veiller à leur qualité. À cet effet, il renforce sa collaboration avec les associations des consommateurs du Togo, notamment l'ATC et la LCT. L'objectif vise à les impliquer dans les diverses actions qui sont menées afin de protéger les consommateurs. Du côté des consommateurs, une vigilance accrue est recommandée pour éviter des conséquences graves de ces produits sur la santé publique. La passerelle piétonne d'Aguazongo dans la commune d'Agonivé 4 s'est effondrée ce vendredi 13 décembre dans la soirée, faisant 8 morts, 3 blessés graves et des dégâts matériels, selon le communiqué du gouvernement. Ce drame a suscité beaucoup de supputations au sein de la population et soulève des doutes sur la régularité des autres passerelles en particulier et sur les travaux publics en général. Pour certains, l'effondrement de la passerelle pourrait renforcer la peur des piétons de les exploiter pour traverser les rues. Bien avant ce drame, que ce soit les autres usagers de la route ou les autorités communales, le constat reste le même. Les piétons refusent délibérément de passer par les passerelles pour traverser les rues. Ils continuent de mettre leur vie en danger en traversant directement les rues au lieu d'utiliser les passerelles. Aucune enquête n'est encore ouverte pour identifier les vraies causes de ce refus d'exploiter les passerelles. Pour nombre de personnes, la peur serait la cause de ce refus. Ainsi, l'effondrement de la passerelle d'Aguazongo pourrait rallonger la liste de ceux qui ont peur de les exploiter. À la base, vu le risque élevé d'accidents sur les routes dans les zones à forte affluence, le gouvernement avait décidé de construire des passerelles piétonnes pour autant rendre la circulation plus fluide que permettre aux piétons d'aller sains et saufs à l'autre côté de la rue. L'initiative avait été applaudie par la grande majorité des Togolais qui estimaient qu'elle peut être l'une des solutions pour réduire les accidents. La passerelle d'Agonivé est-elle régulière? Le chauffeur était-il en excès de vitesse? Les agents de contrôle des chargements ont-ils été indulgents envers le chauffeur? Seule une enquête peut permettre de résoudre l'énigme et convaincre les piétons réticents à utiliser la passerelle pour leur sécurité. Le 28 janvier dernier, le Mali, le Niger et le Burkina Faso annonçaient leur retrait de la CEDEAO. Dans le même temps, ils formaient l'Alliance des États du Sahel, AES, soulevant des interrogations sur les impacts économiques, notamment sur le commerce et la libre circulation des personnes et des biens, ainsi que sur la sécurité face à la menace croissante des groupes terroristes. Samedi dernier, Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères, a fait une déclaration marquant un pas décisif vers une meilleure coopération renforcée entre les États.
Il a annoncé que la Confédération des États du Sahel est un espace sans visa pour les ressortissants des pays membres de la CEDEAO. Ces derniers pourront entrer, circuler, résider, s'établir dans cet espace et d'en ressortir librement dans le respect des tests nationaux en vigueur. Les véhicules particuliers, commerciaux et de transport immatriculés dans un État membre de la CEDEAO bénéficieront également de cette libre circulation conformément aux lois en vigueur. Quelques heures avant cette annonce, une réunion ministérielle à Niamey avait réaffirmé l'irréversibilité du retrait des 3 pays de la CEDEAO. Dimanche, lors du sommet de l'organisation à Abuja, la CEDEAO a officiellement pris acte de ce départ. Une période de transition de 6 mois débutera le 29 janvier 2025 pour organiser cette séparation. À compter du 30 janvier 2025, sauf changement de position, la sortie du Mali, du Niger et du Burkina Faso sera définitive. Ce retrait marque un tournant historique dans la coopération régionale, laissant place à une nouvelle configuration avec l'AES qui ambitionne de renforcer la souveraineté et l'intégration des États membres. Au Nigeria, l'éducation reste hors de portée pour de nombreuses familles, mais à Lagos, une initiative offre une solution surprenante, échanger des déchets plastiques contre des frais de scolarité. Dans les quartiers pauvres comme Ajegunle, cette méthode permet à de nombreux enfants de retrouver le chemin de l'école. Je ramasse des déchets plastiques pour financer l'éducation de mon fils, car il y a environ 3 ans, la vie était devenue très difficile et il a dû quitter l'école. J'avais un petit emploi, mais un jour, j'ai vu des gens ramasser du plastique devant l'école. J'ai donc demandé si je pouvais en ramasser pour payer ses frais de scolarité. Et ils ont accepté. Dans une mégapole comme Lagos, qui produit des milliers de tonnes de déchets par an, ce programme sensibilise également à la gestion des matières plastiques, un succès selon le fondateur de cette initiative. Lagos génère plus de 800 000 tonnes de déchets plastiques par an. En important leurs déchets, les parents d'élèves protègent non seulement l'environnement, mais ils assurent aussi l'avenir de leurs enfants grâce à l'éducation. Dans un pays comme le Nigeria, marqué par un taux élevé d'enfants hors du système scolaire, l'école My Jumstead fait bouger les lignes. Ce projet simple mais innovant permet à des centaines d'enfants des zones les plus marginalisées d'accéder à l'éducation. La rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame, prévue ce dimanche à Luanda, à l'initiative de João Lourenço, le président angolais, n'a pas eu lieu. Les présidents de la RDC et du Rwanda devaient signer un accord pour le retour de la stabilité dans l'est du Congo, théâtre des exactions des rebelles du M23. Des experts de l'ONU ont déclaré cette année qu'il y avait entre 3 000 et 4 000 soldats rwandais au Congo et qu'ils exerçaient un contrôle de facto sur les opérations du M23. Si le président congolais est arrivé dimanche matin dans la capitale angolaise, son homologue rwandais n'a pas fait le déplacement de Luanda. Paul Kagame conditionnerait la signature d'un accord de paix par des discussions directes entre Kinshasa et le M23, ce que rejettent les autorités congolaises. Le ministre rwandais des Affaires étrangères a fait savoir que la rencontre a simplement été reportée. La crise dans l'est de la République démocratique du Congo a déjà provoqué le déplacement de plus d'1,9 million de personnes. Avec des vents à vitesse moyenne de 175 km/h et des rafales en mer estimées à 250 km/h, selon l'Institut météorologique mozambicain Aderito Aramuj, le cyclone Chido laisse derrière lui ce décor d'apocalypse au Mozambique. La tempête tant annoncée s'est avérée plus violente que prévu par les climatologues sur les rives de l'océan Indien. L'UNICEF témoigne des dégâts importants.
L'UNICEF est préoccupé par les impacts immédiats de ces cyclones. Nous sommes également inquiets des impacts à long terme. Des enfants risquent d'être privés d'éducation pendant des semaines. Des populations pourraient ne pas avoir accès aux soins de santé et il existe un risque de propagation de maladies hydriques comme le choléra et le paludisme. La saison des cyclones s'ouvre ainsi sur la région et elle court jusqu'en mars. Les victimes se comptent par milliers chaque année. Tout est parti de la diffusion lundi 9 décembre d'un documentaire sur 2 chaînes de télévision publiques algériennes. Un ancien djihadiste algérien repenti, Mohamed Amin Aïssaoui, raconte qu'il a été approché par le représentant d'une association française travaillant selon lui pour la DGSE, les services de renseignement extérieur français. Ce contact français aurait incité Aïssaoui à recruter de jeunes islamistes pour déstabiliser le pouvoir algérien. Ils m'ont demandé d'aller dans les quartiers populaires d'Alger comme Bab El Oued, El Makaria, Hussein Dey et El Arash pour trouver les extrémistes. On m'a dit de recontacter les anciens extrémistes et de gagner leur confiance, de leur expliquer que je veux constituer un nouveau groupe terroriste et que je serai leur chef. Dans la foulée, l'ambassadeur français à Alger, Stéphane Romatet, est convoqué au ministère algérien des Affaires étrangères. Alger met en garde la France après la révélation de ce qu'elle décrit comme une tentative de déstabilisation. L'affaire ne devient publique que ce dimanche via la presse officielle qui cite des sources diplomatiques évoquant la volonté notoire de la France de nuire grandement à l'Algérie. Interrogé ce dimanche à la radio, le ministre français des Affaires étrangères confirme et regrette cette convocation de l'ambassadeur Romatet. Ce sont des accusations infondées et fantaisistes que j'ai évidemment eu notre ambassadeur au téléphone pour lui assurer de notre soutien. Et que s'agissant de notre relation avec l'Algérie, nous avons même écrit en 2022, le président Tebboune, le président Macron, une feuille de route qui projette la relation entre nos 2 pays sur l'avenir. Ce dernier rebondissement dans les relations algéro-françaises, déjà très tendues, n'augure rien de bon pour la suite, selon ce journaliste, fin connaisseur du dossier. La situation entre Alger et Paris ne va pas vers l'apaisement, mais davantage de tensions et d'exacerbations, ce qui laisse à penser que nous allons rester sur cette préfiguration, dans cette logique, pendant probablement jusqu'à le départ du président Macron. L'été dernier, Alger avait rappelé son ambassadeur en France après l'annonce par Paris d'un soutien appuyé à un plan sous souveraineté marocaine pour l'autonomie du Sahara occidental. Les véhicules étaient de retour sur les artères de Damas, la capitale syrienne, dimanche, alors que les populations vaquaient à leurs occupations. Une semaine après la chute de Bachar al-Assad, la vie reprend son cours. Les élèves aussi ont retrouvé les salles de classe. C'est la reprise des cours aujourd'hui, une semaine après le renversement de l'ancien régime. Aujourd'hui, nous sommes dans une Syrie libre, mais on essaie de construire ce pays avec tous les enfants qui sont de retour. Même si je pense que certains d'entre eux ont peur, ils sont venus pour construire la Syrie et pour vivre les victoires de ce pays. Si Dieu le veut, il y aura plus de développement, plus de sécurité et plus de construction dans ce pays bien-aimé. Les pillages et les destructions ont été contenus, les combattants insurgés disciplinés. Les étudiants ont aussi renoué avec le chemin des amphithéâtres, avec un sentiment de liberté dont on ne fait pas l'économie. Une semaine après le renversement du gouvernement d'Assad, nous sommes de retour à l'université. La situation est bien plus paisible. L'assiduité est meilleure et les professeurs nous encouragent davantage. Reste à réconcilier un pays brisé et isolé après 5 décennies de règne de la famille Assad.
Au moins 14 personnes sont mortes après le passage du cyclone Chido à Mayotte samedi. Un décompte non encore précis selon le ministre français de l'Intérieur. Le bilan humain pourrait en effet s'alourdir. Et pour cause, la tempête a fait aussi près de 250 blessés, dont plusieurs dans un état jugé critique. Maisons et infrastructures publiques dévastées, rues jonchées d'arbres et de débris. Alors que le vent soufflait à plus de 220 km par heure, dimanche, les habitants du territoire français de l'océan Indien découvraient l'étendue des dégâts. L'Internet était coupé presque partout dans la région. Le préfet de Mayotte a déclaré qu'il s'agissait du pire cyclone à frapper l'archipel depuis 90 ans. Il a touché également les îles voisines des Comores et de Madagascar.